Radio Arson, le podcast de la bibliothèque de la Villa Arson. Salut, c'est Clémentine et on est ici à la bibliothèque de la Villa Arson avec le collectif DDD, Antoine et Clément, pour parler de notre projet Cristal Liquide, pour parler des BD qu'il y a dans la bibliothèque et surtout pour parler de l'exposition au travers de la serrure qui va avoir lieu le 7 février 2026 à la station où on va exposer 6 jeunes artistes, dessinatrices. On va se balader du coup dans la bibliothèque de la Villa Arson pour chercher des BD, sortir des références et en parler une petite heure quoi. Place à l'interview. Alors on était tous les trois à l'ENSA de Nancy et c'était un peu la période post-Covid. On se retrouvait beaucoup avec Clément pour dessiner à l'appart, je me souviens. C'était là les soirées bouffe dessin ? Ouais, un peu, ça a commencé comme ça. Jeu d'échecs aussi. et ensuite, vous aviez un exercice où vous deviez faire 2 planches de BD. C'était surtout tous les élèves qui étaient en communication avec le cours de Jean-Philippe Breton. Ouais. Et en fait, comme on a commencé, toi tu as commencé à dessiner, toi tu es un peu arrivé quasiment juste après et on s'est dit viens on trouve un prétexte. Ouais, du coup c'était moi qui avais cet exercice-là. Et Clément et Clémentine, eux ils étaient en art et moi j'étais en communication. Donc moi j'ai eu cet exercice où on devait faire une BD de 8 pages minimum avec une mise en page imposée. Et comme on a dit, de 2 cases par page. Et c'est un peu ça qui nous a fait nous dire tiens on a une espèce de grille entre les mains qui est très simple mais qui permet justement de rassembler plusieurs personnes autour de cette même composition. Et donc moi j'ai l'impression que c'était vous d'abord qui aviez commencé ce truc entre vous, ce projet, et qui après avait branché des gens comme Jules ou comme moi. Et surtout aussi, comme on voulait faire un livre assez rapidement, on a trouvé aussi le prétexte de reprendre en fait des élèves qui avaient déjà créé quelque chose à partir d'un extrait autobiographique. Mais ça justement c'est venu après, l'extrait audiovisuel c'était à la genèse du truc. Parce qu'on voulait, pour aller vite avoir des images déjà prêtes et juste que nous on les réimagine en dessin. Et du coup on a commencé vraiment ça à la fin de l'année. Du coup quand Clémentine et moi on était en année de diplôme de licence. Et du coup après dès l'été en fait on partait en master ailleurs quoi. Du coup Clémentine à Nice et moi à Caen. Et donc on s'est laissé l'été pour bosser. Et moi quand je suis arrivé aux Beaux-Arts de Caen, du coup à l'ESAM, en fait en master édition, il y a vraiment des moyens techniques incroyables dans cette école. Et du coup je me suis dit le projet faut l'amplifier de fou quoi, parce que on devait être genre quelques-uns de base dans le projet. Et au final on s'est dit vas-y avec les moyens qu'il y a à l'école on peut inviter plus de personnes, faire un plus grand livre. On essaie d'en faire 10. Ouais. Et surtout toi tu as eu l'occasion de te faire plaisir avec la Riso, parce que du coup moi je sais que ma partie tu l'as imprimée en 7 couleurs en Riso. Ouais. Et que tu le referas pas de sitôt quoi. Non. Je pense. Non, c'est sûr que l'école de Caen c'est vraiment ce qui a permis à DDD de vraiment développer son identité, de faire des livres plutôt grands en vrai pour des productions artisanales. Et du coup oui, DDD, je sais pas si on l'a mentionné, mais ça veut dire la dizaine des dessinatrices, parce que justement quand on avait ce rapport à la vidéo et à la réalisation plutôt indépendante et qu'on est un collectif, je trouvais ça chouette de s'inspirer de la quinzaine des réalisateurs. Du coup, quinzaine c'était un peu trop grand. Du coup on s'est dit dizaine c'est déjà bien. Et surtout je trouvais ça marrant que ça fasse DDD. C'est un peu stupide comme nom. Mais voilà, dizaine des dessinatrices aussi pour ramener de l'inclusivité aussi dans le projet. C'est quand même une des valeurs qu'on a dans nos livres. Et puis voilà, après on s'est dit revenu annuel. Le premier, j'étais en vas-y on en fait 100 au minimum. C'était un peu pour tester ce qu'on pouvait faire à l'école. Et on a fait 120 du coup. Ouais, et comme les 120 ils ont été faits facilement, sur les prochains on est direct passé à 250 et 300 sur le dernier là. Ouais. Est-ce que vous êtes familier des bibliothèques universitaires, d'écoles d'art, et est-ce que vous avez déjà, à Nancy, est-ce qu'il y avait un fonds BD intéressant ? Ouais, du coup Nancy c'était dans un bâtiment qui était bibliothèque pour les 3 écoles, parce qu'en fait Nancy c'est un campus avec une école d'art, de commerce et une école d'ingénieurs. Donc il y avait cette bibliothèque qui effectivement avait quand même un fonds BD intéressant, parce que on avait des profs à Nancy très sensibles à la BD, Frédéric Wecker, dont Clément a parlé, mais aussi Jean-Philippe Breton, qui a vraiment qui a pas mal de pions dans la BD alternative et les revues un peu précieuses type Lagon. Du coup il arrivait à faire arriver ça à la bibliothèque à Nancy.
Et moi, j'y suis pas tellement allé à la bibliothèque à Nancy, comme c'était justement pas vraiment dans l'école. C'était un peu, enfin, c'était toujours occupé par plein d'étudiants qui y bossaient. Du coup, ça a donné. Enfin, c'était vraiment une bibliothèque classique, type, faut être vraiment discret. Du coup, ça donnait pas trop envie d'y aller. Ça avait le grand format de Little Nemo. Le format 2 de Little Ouais. Nemo. On l'a ici, hein. C'est vrai? Ouais, il me semble. J'essaie de voir le livre le plus... qui prend le plus de... Il est là, hein. Incroyable. Ça, c'est vraiment un truc. Un jour, je le veux dans ma bibliothèque, quoi. Je sais pas exactement. Après, je sais qu'ils en ont fait des rééditions et des rééditions, mais. En réalité, il sort jamais vu qu'il est trop lourd. Ouais. Il reste ici. Mais les planches, en fait, c'est une espèce de répétition de le petit garçon qui est dans son lit, sa maman lui dit bonne nuit, il fait un rêve et en fait, la dernière case, il se réveille en tombant de son lit. Le principe, je trouve ça trop bien. Enfin, c'est trouver un prétexte juste pour faire une planche de bande dessinée, créer une petite histoire qui est à la fois hyper simple, mais à la fois hyper smart et ouais, non, je trouve que c'est vraiment trop fort. Même les titrages, enfin, les déformations des objets. Il y a une page qui est mythique avec tu sais, le lit qui marche. Ouais. En général, quand tu mets Little Nemo sur internet, c'est sur cette planche que tu tombes. Vous avez quoi en souvenir d'albums jeunesse qui vous auraient marqué? Je sais pas, Tony Ungerer. Je me souviens qu'à l'école, on avait lu Le Nuage Bleu de Tommy Ungerer et ça m'avait énormément plu. Et après, je pense Les Trois Brigands aussi, mais ça m'a moins marqué. Puis après, moi, comme je viens de Strasbourg, je suis allé souvent au musée Ungerer pour voir les originaux. Et ouais, Le Nuage Bleu, moi, c'est celui qui m'a le plus touché personnellement. Ouais, j'allais dire Claude Ponty. Ouais, Claude Ponty. L'accumulation en fait de personnages et en fait, je me suis toujours intéressé à comment en fait il compose ses planches. Il en rajoute et c'est vrai que je sais pas du tout. J'en ai jamais lu en entier, je pense. Hein, Claude Ponty. Moi, je trouve que c'est vachement bien. Je suis retombé sur des livres à lui il y a pas longtemps. Parce que, bon, je reparle encore de musée Ungerer, mais il y avait une expo sur le livre jeunesse, justement, il n'y a pas longtemps, l'an dernier. Et en fait, j'ai trouvé que c'était vraiment remarquable comme édition, au-delà du dessin. Je trouve que c'est vraiment justement des narrations qui vont challenger l'imagination des enfants. Alors que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les livres jeunesse ils vont vraiment être catégorisés par tranche d'âge. Et du coup, la lecture va être adaptée à un âge, alors que là, c'est plutôt, on te met ça et débrouille-toi en fonction de ton âge de faire ton interprétation. Et je trouve ça bien parce qu'il joue vraiment avec tous les éléments de décor et chaque élément du livre est un peu un jeu pour Claude Ponty. Et du coup, je trouve que c'est vraiment hyper nourrissant, je pense, en tant qu'enfant, d'être confronté à ça à un jeune âge pour développer son imagination. Clémentine, toi qui es familière, qui connaît très bien la Villa Arson et sa bibliothèque, tu venais quand même assez souvent, tu étais une grande lectrice, en tout cas une habituée des lieux. Quels ont été les livres qui t'ont marqué ici? Et malgré une fin proche de Pasboira chez les éditions Frémoc, je pense que c'est le livre qui m'a donné envie de dessiner de la couleur. Et c'est un peu quand on parlait que sur le premier Cristal Liquide, qu'on avait fait des planches avec 2 cases à chaque fois. En fait, j'étais un peu partie de ce livre qui du coup n'a pas de texte. Donc, moi, je suis pas une grande lectrice de BD, j'aime bien les images. Il faut vraiment que les dessins ils me plaisent pour que je regarde la BD. Et du coup, c'est la première BD que j'ai rencontrée sans texte. Et c'est grâce à elle que j'ai commencé à dessiner pour du coup le projet qui ensuite est devenu Cristal Liquide. Donc elle, c'est vraiment des planches, je pense qu'elle utilise des carandaches, c'est vraiment des craies de cire pour enfants. Et c'est souvent des compositions avec quelques couleurs. Et c'est assez... ça fait vraiment des planches hyper belles. Donc ouais, je pense que c'est ce livre qui m'a le plus marqué au début. Je sais pas si tu te souviens du livre aussi qui nous a vraiment marqué avec les carandaches. C'était pas lui? Non. Le manuel. Ah ouais, il est là. Ah, tu l'as? Ah, t'es sûr? Ouais. Oui, il y a lui aussi. Mais je crois que lui, il est arrivé avant. Mais le manuel de civilité bio-hardcore par Antoine Bout, Stéphane de Bref et Adrien Herda. Moi, j'avais lu le livre de Antoine Bout qui a fait un livre de poche qui est édité par Jérôme Mouche d'ailleurs. Et ouais, ça c'est un peu comme le principe du livre dont on parlait avant, là, le big livre, Little Nemo. C'est une planche, une histoire, et en gros c'est sur des anecdotes du quotidien, et ça te donne un peu un manuel de comment t'en sortir. C'est un peu stupide. Je sais pas trop comment catégoriser ça. Ouais. Bah non, mais pareil, moi c'est surtout aussi le jeu de lettrage.
où moi je suis quand même beaucoup. Enfin, j'adore dessiner les lettres. Et si tu mets entre les mains un livre où ça mélange les images et le lettrage, moi je suis quand même comblé. Et de base, moi qui fais pas beaucoup de couleurs, en fait, c'est aussi ce genre de bouquins qui m'ont donné envie qui m'a donné envie, ouais, de mettre à la couleur, quoi. Quand j'ai lu Doc Biscuit, de base, qui graphiquement, c'est pas un livre où j'aurais été client au premier abord. Et en fait, il y a beaucoup de livres comme ça où j'ai besoin qu'on m'en parle avant de passer le cap. Et souvent, bah, je suis pas déçu. Mais c'est vrai que visuellement, ce livre-là, moi, il m'a quand même beaucoup marqué. Et c'est vrai que pour moi, il marque un peu le début de DDD. Ouais. En plus, il y a ces trucs de gamme de couleurs par page qui marchent super bien. Et ouais, en fait, on a vraiment essayé de retrouver avec quel médium ils avaient fait ces dessins-là, jusqu'à ce qu'on arrive au caran-dash. Et c'est comme ça qu'on a commencé à dessiner. Et aujourd'hui, en plus, je crois on en a conclu que c'était pas du caran-dash. C'est juste crayon de couleur. C'est juste crayon de couleur. Mais caran-dash, du coup, si on peut préciser c'est quoi, du coup, c'est des craies grasses, mais en fait, quand on passe dessus, même avec le doigt, en fait, la couleur se diffuse pas. Et en fait, elle sèche assez vite, du coup, on peut travailler en couches. Et même, elle s'use pas. Du coup, quand on dessine avec, elles sont pas s'écraser et à s'user très vite. Ça en fait des craies qui sont quand même trop bien. Je suis arrivée par la couleur avec le caran-dash. Je faisais déjà de la peinture en couleur, mais c'est vraiment cette craie qui m'a poussée vers la couleur. Et en fait, le problème avec les caran-dash, c'est qu'il y a genre 35 couleurs. Et là, ça fait 4 ans que je fais du crayon de couleur. Et là, j'ai... Ah ouais? Ouais. C'est pas une trentaine? Non, moi j'ai la boîte de 84 et j'ai même vu qu'il y en avait d'autres en métallique. Après, ça m'intéresse un peu moins, mais... Parce que souvent, j'avais pas de thunes et moi, je voulais directement la grosse boîte. Et je sais plus, j'avais demandé à mon père qui revendait sa boîte et en gros, il m'a fait vendre une machine à découper, un espèce de traceur pour découper les stickers. Et du coup, j'ai réussi à vendre sa machine et il m'a donné la moitié de ce que j'ai vendu. Et du coup, j'ai pu m'acheter ma boîte de caran-dash. Moi, je les ai achetés individuels. Du coup, Ouais. je crois que j'en avais genre une quarantaine. Mais ouais, c'est différent parce que le crayon de couleur, tu peux vraiment faire plus de couches, tu peux y aller plus léger et tout, donc ça te permet de faire plus de dégradés. Enfin, à un moment donné, j'étais trop... J'arrivais pas à faire ce que je voulais avec les caran-dash, donc ouais, crayon de couleur. Ça coûte très cher en fait. Ouais, ça coûte assez cher. Enfin, je crois à l'unité aujourd'hui, je crois que je les ai vus, c'est à peu près 2,50 à peu près l'unité. C'est le prix des crayons de couleur. 4,50. Ouais, les luminances là, les luminances ils sont hors de prix. Mais moi je voulais ceux-là et je me suis dit en fait, bah non, je peux pas. Je vais acheter. Moi j'ai acheté ma boîte de crayons sur Vinted. C'est du coup des bâtons de cire en fait, c'est pas de l'huile. Et les dessins que j'avais fait pour le premier cristal liquide, ils sont encore en parfait état quoi. Ouais. Genre ça tient trop bien, alors qu'ils sont empilés les uns sur les autres dans une pochette Et parce depuis 3 ans quoi. Tu les taillais pas aussi, tes caran-dash. Parce que moi là en ce moment, là je dessine, je fais des dessins d'après photo à la craie grasse, de base que je fais pas du tout. Et du coup pour être précis, comme je dessine sur des petits formats qui font 7 sur 12, je suis obligé de les tailler et ça me fait très mal au cœur à chaque fois que je les taille parce que... Tu récupères les tailleurs en plus. Non, mais du coup, ouais, pendant un moment je le faisais, mais en fait, à chaque fois ça te fait du kaki. Du coup, bon, je vais pas dessiner toute ma vie en kaki. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Je voudrais que chacun d'entre vous choisisse quelques BD, des BD qui ont été des Madeleines de Proust, des BD qui ont été des BD thérapie, des BD qui ont procuré un sentiment précis chez vous, qui ont soulevé un sentiment précis chez vous, et puis aussi des BD peut-être dans lesquels vous n'êtes pas rentré tout de suite, et après qui sont devenus des BD que vous laissez sur votre table de chevet. Clément, Clémentine, Antoine, allons dans le rayon BD de la Villa Arson, de la bibliothèque de la Villa Arson, et choisissez donc quelques livres importants pour vous. Cette BD Firebugs de Nino Bowling, je l'ai bien aimée parce que elle va un peu à l'opposé de ce que je cherche dans la BD. Enfin, tous les trois dans des DD, on est vachement dans l'image. Et c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui font des belles images. Et après, il faut que la narration et on va dire le génie entre guillemets de l'écriture y suivent. Et là, cette BD Firebugs, c'est vraiment pas une BD que j'ai appréciée pour son dessin. Et qu'il est ce qu'il est, tu vois, il a ses qualités et tout. Mais c'est juste que c'est une BD qui aborde des thèmes qui, moi, me touchent pas forcément directement et qui sensibilisent pas mal aux notions d'identité de genre, tout ça, enfin des choses que j'ai pas forcément encore beaucoup lues. Et franchement, il en parle d'une manière super
agréable, où ça fait pas enfin, il n'en fait pas quelque chose de spectaculaire, mais on est vraiment dans l'intimité des personnages, et je trouve qu'en termes de développement de personnages, c'est hyper intelligent, et on apprend vraiment à les connaître dans leur complexité, et avec leurs défauts aussi, et je trouve que dans ce genre de littérature, dans ce que j'ai pu voir, enfin, il y a beaucoup de choses qui m'ont rebuté justement à lire, et là, celui-là, il était vraiment hyper digeste et super intéressant là-dedans. C'est-à-dire qu'au sein même de ces communautés, ça met en avant aussi qu'il y a des comportements toxiques, des choses comme ça, et du coup, c'était vraiment complet comme lecture, et voilà, c'est pas tout le genre de BD en termes d'image que j'aurais acheté de base, mais qui j'ai trouvé dans la bibliothèque chez ma sœur. Et franchement, super bonne lecture, quoi. Moi, en vrai, j'irais vers Simon Selman parce que c'est un dessin, enfin, cette création de personnage qui d'ailleurs, en fait, c'est pas, j'ai appris il y a pas si longtemps que ça que c'est une reprise. En fait, il y a des livres pour enfants qui s'appellent Meg Mog et, enfin, en gros, c'est des personnages qui sont tirés de, j'ai pas le nom des autoristes qui ont créé ces personnages, mais enfin, c'est de réappropriation et, enfin, je sais pas, Simon Selman a quand même fait un nombre de livres, un nombre de pages considérable avec ces personnages-là, où ça raconte tout et rien. Et je sais que les avis sont assez tranchés sur le sujet. Mais en fait, moi, c'était une grosse inspiration, ça l'est encore aujourd'hui, surtout pour cette espèce de répétition, en fait, d'avoir posé une certaine base et d'avoir une inspiration quasiment illimitée. Parce que je trouve que c'est quand même... Enfin, on a l'impression que c'est... pourrait sortir des milliers, des dizaines de milliers de pages avec juste avec ces histoires de cette coloc un peu dépressive. Et moi, c'est vraiment... Enfin, je me suis beaucoup reconnu dans ce que moi, je voulais faire avec mon dessin. De créer quelque chose. Enfin, pour moi, c'est un peu aussi typiquement et graphiquement quelque chose qui a l'air facile, mais qui ne l'est pas. Et puis voilà, ce mélange de peinture, même moi, j'ai eu les rumeurs comme quoi, au début, Simon Selman dessinait, enfin, colorait ses bandes dessinées avec des pigments alimentaires, enfin, vraiment dessiner avec rien et créer des histoires aussi farfelues. Enfin, je sais pas, c'est une narration que je trouve folle, dans laquelle je me reconnais pas dans la narration, pas dans les histoires, mais c'est vraiment quelque chose dont j'ai envie de reprendre. Enfin, là, par exemple, pour ma BD, ce que je disais, c'est que je reprends quasiment sa grille de 12 cases. Et c'est pas pour faire la même chose, mais voilà, c'est une grosse inspiration. Je sais pas trop quoi en dire de plus, mais voilà, une de mes plus grosses inspirations en bande dessinée quand même. Moi, je lis pas tant de BD que ça, en fait. En fait, j'aime pas la BD. En fait, j'aime pas la BD, faites pas chier. Non, mais c'est vrai, je lis des BD quand on me la propose, quand on me dit tiens, lis cette BD, mais je vais pas être aussi calée que Antoine et Clément, je vais pas aller chercher autant. J'aime bien vraiment le dessin en fait. Donc je peux feuilleter. T'es pas fétichiste de BD, t'as pas un mur de BD chez toi Si, j'ai une petite étagère de BD, mais souvent en plus quand on me les offre, des fois j'attends 2 ans avant de les lire. Parce que je sais qu'après, une fois que je l'ai lu, je l'ai lu quoi. Non mais ouais, je vais plutôt lire des bouquins et les BD ça va être genre l'été ou quand on m'enfile. Cet été j'en ai lu quelques-uns de Salomé Lahoche. Moi, je vais aller à l'opposé de la BD que je vous ai présentée tout à l'heure, et je vais parler plutôt de Lucarne de Joe Kessler. Et du coup, Joe Kessler, c'est un auteur anglais, et il fait partie des éditions Breakdown Press, qui sont des grands potes de Lagon Matière en Angleterre. Enfin, c'est l'équivalent là-bas. Et c'est pour le coup vraiment un livre qui a sa force dans la générosité du dessin. Donc c'est hyper riche en couleurs, super saturé. Donc des jaunes, des rouges, des verts, hyper intenses. Et il a vraiment un dessin super spontané, hyper intuitif. Et donc voilà, là c'est vraiment la générosité par le dessin. Il y a très très peu de texte. Il y a une grosse pagination, quoi. Il y a au moins 200 pages. Et du coup, c'est vraiment en ça qu'il est remarquable, quoi. Ça donne envie de dessiner. Et récemment, j'ai acheté un livre qui s'appelle Big Pool de Chris Arnan, qui a été coédité par Breakdown Press et Studio Fidèle. Et là, pareil, on l'a pas ici, là, mais tellement généreux dans le dessin. Et
Ce livre, il mélange plein de styles différents de l'artiste. Je crois qu'il y a autant des trucs de carnet de croquis que des originaux, d'histoires qui ont été publiées dans Lagon aussi. Et donc voilà, Joe Kessler et Chris Arnall, c'est vraiment deux personnes qui font des choses super généreuses, qui sont vraiment dans l'image et pour le coup qui vont être plus inspirants pour nous dans des travaux comme Cristal Liquide, dans notre recherche d'artistes que le livre de Nino Bouling, quoi. Dans les autoristes qui donnent envie de dessiner, là ça m'a fait penser du coup à Yuichi Yokoyama, où c'est des choses qui sont... Enfin c'est un dessin qui est impossible à lire quasiment. Enfin là en l'occurrence c'est Baby Boom. Mais après je pensais aussi à Plaza, enfin, qui est du coup un mangaka peintre qui est édité quasiment exclusivement aux éditions Matière. Le père du néo-manga. Il y a tout à voir et moi ça me donne tellement envie de dessiner ces dessins. Alors que là dans Baby Boom c'est quasiment impossible à lire parce que du coup il y a toutes ces images avec ces onomatopées en énorme et son dessin très vif, mais en fait si tu veux plus ou moins lire la BD c'est tout à la fin où il y a écrit page 113, case 1, l'homme oiseau passe devant un distributeur automatique. Case 2, il introduit de la monnaie dans le distributeur. Enfin, en fait du coup il faudrait faire un ping-pong avec la fin du livre et les cases pour se rendre compte. Enfin je trouve que c'est fou et ça me donne vraiment envie de dessiner alors que c'est pas un livre que c'est presque impossible à lire, quoi. Dernière reco auquel je penserais que j'ai pas vu dans la bibliothèque, c'est Soft City de Push Wagner. Du coup, c'est un livre que j'ai découvert il y a 1 an ou 2 ans et il va à l'opposé de Lucarne de Joe Kessler parce que Lucarne est assez petit, j'ai oublié de le préciser, c'est un genre A5. Et là, Push Wagner, Soft City, c'est vraiment un très grand livre, presque A3, que du dessin en noir et blanc à la ligne. Hyper spontané, mais c'est des énormes planches de villes remplies de milliers de personnes qui un peu comme une fourmilière, quoi, de gens qui vont au travail. C'est vraiment ambiance ère soviétique, pays de l'Est. Et franchement, je me souviens, c'est un livre qui m'a vraiment marqué. Quand je l'ai lu, je m'arrêtais pour une BD sans texte, je m'arrêtais au moins 15-20 minutes à chaque page, quoi, parce que c'est tellement contemplatif, alors que c'est vraiment dessin à la ligne, même des lignes pas tracées bien droites. C'était hyper sensible et pourtant on se projette vraiment dedans, quoi. Donc c'est vraiment là que il y a la force de la bande dessinée, je trouve. C'est même des choses hyper simples avec un trait assez léger, mais dans des grandes pages ça permet vraiment de se projeter dedans et l'imagination fait le reste et c'était vraiment une lecture remarquable. Comment vous découvrez de nouveaux romans graphiques? Comment vous faites votre veille documentaire à vous? Comment vous échangez vos références? J'aimerais bien savoir ça. Surtout quand je vais à Paris. D'ailleurs, Cristal Liquide est disponible à la librairie sans titre. La galerie, c'est pour les peintres. Je sais pas, ouais, quand je vais souvent à la librairie sans titre, que je découvre des trucs. Alors, la librairie sans titre, moi j'ai tellement découvert de choses là-bas. Et en général, je me prive presque d'y aller parce qu'en général, je suis obligé de claquer un peu d'argent. L'argent que j'ai pas et ouais, en fait je trouve ça cool. On est prêt à sacrifier parce qu'on met quand même, là les librairies prennent quand même une part assez conséquente en fait des livres qu'on vend et en fait juste que ça soit dans un lieu, que ça soit juste consultable et que ça puisse toucher des personnes qui nous ressemblent de près ou de loin, en fait, qui puissent le feuilleter. Je trouve ça juste trop bien. Et même ici, moi j'étais trop content quand Clémentine elle a réussi à mettre les cristals liquides dans une bibliothèque. Et je suis en mode ok, c'est trop bien que ça les rende consultables et petite fierté quand même de pouvoir le diffuser à notre échelle petit à petit au fur et à mesure des années. Et est-ce qu'ensemble vous faites un peu le tour des lieux culturels où on pourrait mettre, où vous pourriez mettre Cristal Liquide? Et est-ce qu'il y a un lieu ultime où vous voudriez qu'il soit? Bibliothèque du Centre Pompidou, hein. Ouais. Sans hésiter. Mais après, c'est vrai que le premier, j'avais un peu essayé de le mettre dans des librairies. Et en fait, ça marche pas tant que ça. Je pense que le premier, il a un peu ce truc où il est très cool, mais la couverture donne pas forcément envie de l'ouvrir parmi toute la masse de livres. Et pour moi, Cristal Liquide, c'est surtout un projet qui tient sa force quand on en discute, parce que au-delà d'un livre, on a quand même une ambition en tant que collectif de diffusion par l'édition de travaux de BD ou de dessins contemporains. Et du coup, le deuxième, qui a quand même vachement bien marché parmi les trois,
on n'a pas du tout essayé de le mettre en librairie. Et là, le troisième, du coup, on a un peu commencé. Et du coup, maintenant que le projet un peu plus connu, je pense que ça peut marcher. Mais c'est vrai que la librairie, c'était pas du tout une priorité dans notre échelle de diffusion. C'était vraiment les salons qu'on a pas mal fait. Et à la sortie du deuxième, je me souviens on s'était tapé une déterre de contacter toutes les écoles d'art de France pour qu'ils prennent nos livres. Et on avait une réponse de La Réunion en premier, mais qui n'ont pas passé commande finalement. Mais je me souviens que je crois qu'il y a Valenciennes, qui a fermé maintenant, je crois, Valenciennes. Ouais. Bordeaux aussi. Ouais, Bordeaux. Et justement, là, ce week-end, j'étais à Angoulême pour le Futurof et il y a une fille qui est venue acheter le Cristal Liquide numéro 3 parce que justement, elle a découvert le deuxième à Bordeaux. Donc c'est trop chouette que ça puisse inspirer des étudiants, que ce soit juste à dessiner ou vouloir faire de l'édition, parce que beaucoup de gens qui font du dessin, mais moins qui font de l'édition quand même. Du coup, ça peut intéresser les gens à ça. Enfin, j'ai l'impression que ça le fait un petit peu, et surtout ici à Nice, parce qu'on est quand même le plus connu dans cette école. Grâce à Clémentine, ouais, c'est sûr. Et du coup, les librairies, on s'y attelle un petit peu, mais je trouve que c'est pas trop une priorité, vu qu'en plus, comme Clément a dit, bah ouais, ils prennent quand même 35% de vente. Comme là, en fait, jusqu'à maintenant, en fait, les livres, c'est quand même principalement Antoine qui les faisait à la main. Du coup, en fait, dans le prix, on compte pas la manœuvre, enfin, on compte pas tout le taf que toi tu fais à la main, les journées que tu passes tout seul à monter le livre. Du coup, pour l'instant, il reste entre grosses guillemets rentable, même si il y a les 35%. Mais en fait, demain, comme là, on vient de quitter tous les trois officiellement l'école et qu'on a pu justement les ateliers qui nous permettaient de faire tout ce façonnage. Et du coup, là, on va être obligé de sous-traiter. Et là, ça va être une autre histoire quand même, dont le prochain numéro qui est sans doute en monochrome. Ouais. Alors, juste, il y a quand même des librairies associatives qui existent. Je pense à Disparate à Bordeaux, que j'ai rencontré à Angoulême, à qui on a laissé des cristals liquides. Et il y a aussi depuis 2 mois une librairie à Nantes qui s'appelle Cool Paper Zone. Et du coup, c'est hyper chouette parce que juste, ils prennent pas de pourcentage sur les ventes, il faut juste payer une adhésion tous les ans, qui est genre de 10 balles. Du coup, franchement, c'est hyper sympa comme modèle et j'espère que ça va plus fleurir à travers la France parce que c'est vraiment le modèle le plus adapté pour la vente de fanzines, quoi. Parce qu'à côté, ils font souvent des ateliers. C'est comme ça qu'ils arrivent à embaucher des salariés pour tenir l'assaut. Mais du coup, ils prennent pas du tout de pourcentage de vente sur les fanzines. Donc, quand on veut un livre qu'on a surtout envie de diffuser, ça permet vraiment de mettre toutes les chances de notre côté de continuer que ça existe, quoi. Je parlais du livre qui se vend en librairie, mais du coup j'ai dit que la couve attirait pas trop l'œil. C'est pas que j'adore la couverture, mais en tant qu'éditeur, voilà, on doit aussi arriver à estimer un retour sur comment est-ce que le livre il fonctionne. Et du coup j'expliquais que je l'avais déposé à la librairie Le Bal des Ardents, qui est une super librairie à Lyon. Et en vrai, le livre, il s'est vraiment pas vendu. J'en avais mis du coup, le premier Cristal Liquide. J'en avais mis aussi à Agent Troublant, à comment ça s'appelle, Photokino, à Marseille. Et en fait, j'ai surpassé, là, il y a pas longtemps. En fait, ils ont passé genre 2 ou 3 ans dans une étagère. Ils n'ont jamais été sortis. Donc, je pense que j'irai les récupérer quand j'y retournerai. Mais je trouve ça un peu dommage. Et du coup, oui, la fabrication, comme c'est moi qui m'en occupe et qui gère le budget, pour toute cette question-là, en tant qu'éditeur, faut quand même que le livre, il soit... On laisse des cartes blanches aux artistes qui font les couvertures, enfin même tout le livre, mais c'est vrai qu'on doit quand même essayer de mesurer comment est-ce que le livre il pourra plaire. C'est intéressant le fait de jouer plusieurs rôles, c'est-à-dire que vous partez d'un travail artistique, vous êtes dessinateur, dessinatrice, et puis vous créez une revue, et du coup s'ensuit une logique commerciale, vous publiez un premier numéro, vous avez des échos comme quoi peut-être la couverture ne serait pas vendeuse, je ne sais pas comment on peut dire. Sur le deuxième numéro, comment vous réajustez? Je pose la question sûrement, probablement en premier à Antoine. Voilà, comment tu en équipe, tu décides de poser, par exemple, cette question sur la table? Oui, la deuxième couverture, c'est Léa Bouton qui l'a fait. Franchement, je suis trop content parce que j'adore son travail depuis des années. Une ancienne de la Villa-Arson. Ouais. Et ça faisait déjà plusieurs années que je voyais son taf et je savais même pas qu'elle était encore étudiante ou quoi que ce soit. Et quand, grâce à Clémentine, on a pu atteindre cette artiste pour qu'elle bosse pour nous, franchement, c'était incroyable. Et le dessin est très très beau, mais encore une fois, c'est quand même un camailleux plutôt de brun. Donc c'est vrai que ça fait pas forcément tape à l'œil, comme je dis.
Et pour le 3e numéro, on a bossé avec des artistes plasticiens, plasticiennes, et qui avaient un rapport ambigu entre le dessin et la sculpture. Et donc on avait trouvé ces céramiques d'une artiste qui s'appelle Marie Pic, qui fait des très 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 beaux bas-reliefs en céramique. Et on a vu ces espèces de diptyques de papillons avec un les yeux ouverts et un les yeux fermés. On trouvait ça chouette pour créer un début et une fin au livre. Et comme on a juste demandé les droits d'image sur ces pièces, c'est moi qui me suis occupé du reste de la couverture. Du coup là-dessus j'ai bossé en partie en collaboration avec ma coloc à Caen qui s'appelle Margot Croze, qui est aussi graphiste et céramiste. Et donc on a mis en place un peu un système pour le titrage, et après voilà, c'est moi qui me suis occupé du reste de la couverture. Et donc je suis un grand fan de bleu, et du coup j'ai mis cette couleur en avant. Et c'est vrai que du coup il y a quand même beaucoup de gens sur les salons qui ont beaucoup parlé de cette couverture, parce que elle est beaucoup plus tape à l'œil que le reste. Il y a aussi une espèce d'argenté qui est imprimé. Et voilà, du coup des budgets des livres de base, je crois, mais que voilà, donc forcément on a un peu cette dimension-là qu'on doit prendre en compte en tant qu'éditeur, même si on laisse les cartes blanches bien sûr aux artistes. Est-ce que d'un point de vue administratif, ça te fait beaucoup de choses à remplir? Pas du tout. En fait, la première année, la deuxième année aussi, en fait, c'était juste, on bossait à titre informel en mode, on échangeait avec les artistes sur Insta. Il n'y avait rien à remplir, on n'avait pas de structure ni rien. Et en fait, je me suis dit que c'était bien qu'on fasse une asso à 1901 pour avoir un siret, pour pouvoir commander des choses. Comme du papier pour les derniers livres. Et en fait l'asso on l'a créé quand on a commencé à bosser sur le numéro 3, et on est vraiment juste tous les trois dans le bureau. Et là cette année pour le 4e numéro, on a enfin rédigé des contrats pour les auteuristes, parce que ça permet vraiment d'éviter le moindre malentendu. Donc si jamais il y a des étudiantes qui veulent lancer un projet, franchement mettre des contrats pour savoir qui fait quoi sur le noir sur blanc, c'est vraiment essentiel pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Et parce qu'on a eu 2-3 trucs avec des participants où il y avait des malentendus, et ça a pu générer un peu des frictions, mais jamais rien de grave. Et du coup, non, administrativement, franchement, pas grand-chose. Si on peut comprendre dans l'administratif, peut-être les demandes de salon, du coup, ça demande préparation de portfolio. On commence à rédiger un dossier pour faire des demandes de subventions. Dans le Grand Est notamment, vu que je suis originaire de Strasbourg, il y a vraiment pas mal d'aides pour faire du livre. Et comme on l'a pas expliqué, mais on laisse des cartes blanches aux artistes, on n'a pas les moyens de les rémunérer encore, on peut juste payer l'impression, et ces subventions nous serviraient à 100% à rémunérer les artistes. Donc effectivement en ce moment on fait ce genre de demande, mais administrativement non, c'est vraiment hyper léger, parce qu'on est quand même pas mal on fait du livre type Beaux-Arts, mais on est quand même dans une logistique de plutôt du fanzina, quoi, où c'est vachement horizontal. On a aussi ce truc de génération, on va inviter des gens qui ont globalement notre âge, qui sortent d'école. Du coup, et comme on est nous-mêmes bénévoles pour l'asso, il y a une genre d'horizontalité que tout notre travail il est pour le projet collectif, et il n'y a pas de bénéfices individuels, quoi. Et quand vous allez dans les salons, festivals, est-ce qu'en ce moment vous voyez qu'il y a un mouvement commun avec d'autres fanzines, journaux, etc. Est-ce qu'on pourrait citer d'autres collectifs? Alors récemment, il y a un étudiant de la Villa qui, avec des potes d'Angoulême, ont fait un collectif qui s'appelle le collectif Caro. Et on a pas mal discuté lors d'un salon aux Beaux-Arts de Paris l'été dernier. Et il m'a directement dit qu'on les avait beaucoup inspirés pour faire ça, donc ça fait trop plaisir. Voilà, collectif Caro, c'est super ce qu'ils font. Et aussi, je me souviens qu'on a fait notre tout premier salon d'édition, c'était aux Beaux-Arts de Paris, du coup, en 2023. Et on avait rencontré un collectif qui s'appelle Cirrhose, qui viennent de Marseille et d'Aix-en-Provence, et ils sont vraiment trop sympas. Et ils ont vraiment ce truc beaucoup plus punk, par contre, dans l'édition, plus vraiment dans le fanzine hardcore, premier du nom, quoi. Mais après, en termes de collectif, on se rapproche un peu de collectifs comme Club Lab, parce qu'ils ont aussi ce lien entre BD, dessin contemporain et expo. Mais eux, je les ai vus il n'y a pas longtemps, ils ont moins envie de faire de livres en ce moment, parce que voilà, aussi sortie d'école, et les expositions c'est plus atteignable, on va dire. Mais sinon il y a les éditions Rictus à Strasbourg qui ont ils ont une revue qui s'appelle Hippocampe, et là la dernière qu'ils ont sortie ils avaient Amidal, ensuite Hippocampe, qui est aussi un recueil de BD,
mais 100% illus avec quand même moins une notion de design graphique que nous. Mais voilà, c'est un peu nos alter ego à travers la France. Et du coup, j'ai discuté avec Ambre Barret qui fait Rictus et on était assez similaires sur nos visions. Et elle aussi, elle se rend compte qu'il faut commencer à faire des contrats pour pas qu'il y ait de malentendus. Enfin, j'ai l'impression que ouais, dans différentes villes de France, il y a des choses qui émergent et qu'on est un peu au même stade. Et après, bah, on en discutait hier, mais ouais, DDD, on a l'impression que ça a quand même fait renaître Enfin, ça a joué en tout cas dans une renaissance de la pratique du dessin à la villa. Et voilà, on espère que ça va aussi générer peut-être des envies de faire de l'édition, vu que il paraît que le pôle édition est en reconstruction en ce moment. Donc voilà, si ça peut faire émerger des choses, bah, on est trop content, je pense. Clémentine, si en 3-4 mots, tu pouvais nous définir la ligne artistique, esthétique de DDD, ce serait quoi? Franchement, je crois que c'est une question de goût. Enfin, en fait, on a vraiment besoin de s'y reconnaître tous les trois dedans. Je sais pas si on a vraiment de ligne directrice. Bah, elle change à chaque numéro. Pardon, elle change à chaque numéro en fait, vu que chacun de nos livres à partir du deuxième s'intéresse à une pratique spéciale du dessin. Bah, c'est un peu ça qui définit notre direction artistique et après de là on va s'envoyer on fait beaucoup de curation avec Instagram, c'est le plus facile ou de gens qu'on a rencontrés en salon, mais du coup voilà, on s'envoie des profils entre nous et après on se fait des petits tableaux où chacun met son appréciation et quand ça match pour tous les trois, c'est bon quoi. Ouais, c'est vrai que tout le temps, presque 6 mois avant qu'on démarche du coup les artistes, on s'envoie des profils et on est quand même axé sur la singularité graphique. Après là on a quand même on se donne des thèmes du coup de plus en plus, mais c'est un peu ça qu'on cherche. C'est des profils qui font un pas de côté par rapport à ce qui ce qui se fait de plus classique de manière générale, de ce qui est mis en avant dans les librairies, dans les bibliothèques. Et voilà, on essaye nous de trouver ce qui nous plaît, tous les profils sur lesquels on se rejoint et qu'on est d'accord graphiquement. Toi, Clémentine, qui vient de la Villa Arson, t'en as débauché combien des artistes à la Villa Arson? Bah, sur le numéro 2, on en a pris 5, il me semble, avec moi dedans. 6. Ouais. Et Il me semble que c'est 6. Ouais. et pour le dernier numéro, 4. Donc ouais, on a trouvé pas mal d'artistes. Après, le dernier numéro, c'était quand même quelque chose d'ambivalent avec la sculpture et le dessin. Donc c'était plus facile de récupérer des gens de la villa. Il y avait Hélène pour le son, Héloïse, dessin, sculpture, Léon pour la sculpture aussi. Clémence. Et Clémence. Clémence. Didier, ouais, Clémence qui avait Didier. aussi une pratique de sculpture, de bas-relief, qui faisait un peu dessin. Donc ouais, une dizaine de personnes de la villa. Et là, il n'y en aura pas dans le prochain numéro. Parce que je suis sortie et que Non. je connais plus personne. Le prochain, c'est la milice strasbourgeoise qui est invitée. On a 5 personnes de Strasbourg sur 11 personnes, je crois, au total. Je trouve ça cool en fait qu'on ait réussi à faire 3 numéros sans passer par la case de Strasbourg avec la IR, parce que c'est très facile quand même d'aller piocher en fait dans les étudiants de Strasbourg quoi. Ouais, après la IR, il y a quand même un peu un hermétisme. Enfin, quand je parlais de Rictus Édition, c'est vraiment que des gens de la IR. Et là, maintenant qu'on est sorti d'école, il y a plus un truc qui s'homogénéise en mode on est un peu tous au même niveau dans la galère en tant qu'artiste. Du coup, c'est plus facile, j'ai l'impression d'accéder à certaines personnes. Et moi, un des trucs que je préfère dans notre collectif, c'est que vraiment on est parti du principe qu'on voulait pas devenir un collectif d'entre-soi, mais vraiment un collectif où on va chercher des profils qui viennent de partout dans la francophonie. On a des gens de Belgique dans le prochain, on a eu des gens de Suisse dans le dernier, et voilà, on essaye de chercher un peu partout. Et du coup, pour le prochain, comme on avait dit, on fait un monochrome, donc qui sera en noir et blanc, et on voulait vraiment des gens qui font que ça. Et en fait, il y a beaucoup de gens de Strasbourg qui en font pas mal et pas tant ailleurs. Alors pourtant, on pourrait dire que c'est un peu un go-to classique dans le dessin, mais pas tant que ça. Et là, je viens de vous sortir dans les rayons Éclat, qui est la revue de l'atelier d'illustration. Qu'est-ce que vous pensez de ce travail? Bah alors du coup, Éclat, en plus, c'est édité par les éditions 2042, donc ça donne déjà un petit brin de visibilité, mais je trouve ça super. Je sais pas graphiquement si les étudiants ils ont un peu la main mise dessus,
Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment un truc qui joue le délire de la revue où il y aura un texte, un édito, une pagination tout le long. Du coup, c'est chouette, mais ça fait vraiment. Bah, après, c'est un truc que de la IR. Du coup, pour moi, c'est vraiment autre chose de ce que nous on fait, quoi. C'est vraiment résumé de ce qui a été fait à la IR cette année. Et un peu en mode catalogue pour les employeurs. Mais après, la forme éditoriale est toujours très belle, où c'est souvent des grands formats. Et en plus, le dernier numéro, je crois que c'est un genre de double livre mélangé en un. Enfin, je sais plus comment ils ont fait ça, mais éditorialement, c'était assez inspirant. Mais après, bah voilà, il y a des très belles choses dedans, et c'est une source d'inspiration pour aussi trouver des profils à qui on aimerait bosser à l'avenir, je pense. Est-ce qu'il y a des écoles où vous n'avez pas réussi à trouver encore le vivier dessin, je sais pas, en parlant d'école d'art par exemple? Bah, l'école de Limoges, on a 2 personnes qui ont bossé avec nous de là-bas. Il y a du coup Antoine Jiquel dans le 2e numéro et Marie Pic, comme j'ai dit, dans le 3e. Et en fait, je prends cette école parce que bah, j'ai discuté avec Antoine et il m'a expliqué qu'il n'y a vraiment personne qui fait du dessin. Enfin, c'était vraiment le seul. Et c'est vrai que c'est une école plutôt réputée pour la céramique, donc ça ne m'étonne pas. Mais sinon, en termes de dessin, ça se trouve un peu partout. Mais après, il y a quand même des écoles dont on n'entend pas trop parler, je sais pas, genre à Rennes. On a fait l'expo des diplômes avec Clémentine l'an dernier et il n'y avait vraiment pas de dessin. Et ça tient à quoi ça? Souvent au cours en général, hein, parce que moi je sais que j'ai toujours fait du dessin. Moi qui étais en art du coup à Nancy, je faisais quasiment que du dessin. Mais en fait je crois que je suis allé en art parce que je voulais qu'on me laisse tranquille et je savais que c'était un peu trop carré en com. Et je me suis toujours fait taper sur les doigts. Et qu'en gros, même le cursus, même en com, en fait, faire que du dessin, bah, en fait, c'est pas vraiment ce qu'on demande, quoi. Du coup, c'est faire du dessin, en fait, en école d'art, souvent, s'il n'y a pas des options qui sont dédiées à ça, c'est souvent faire un gros pas de côté et de prendre un risque, parce que j'ai pas l'impression que... Enfin, c'est pas forcément bien vu, quoi. Mais ce qui est fou, c'est qu'à Rennes, en plus, il y a des éditeurs, éditrices de dessin très connus, et que finalement, aux Beaux-Arts, il n'y a personne vraiment qui pratique ce médium. Ouais, en fait, comme disait Clément, je pense que ouais, c'est vraiment l'école et les professeurs. De toute façon, c'est les pratiques des professeurs qui façonnent un peu les options. Donc c'est sûr que si on n'a aucun prof qui fait du dessin, ça va être compliqué d'avoir envie d'aller là-bas pour ça. Mais à l'inverse, pour prendre l'exemple de Beaux-Arts de Caen, du coup, duquel j'ai été diplômé l'an dernier, bah en fait, j'ai fait le master édition et il y a beaucoup de gens qui arrivent d'Épinal, par exemple, donc qui font 100% du dessin. Et quand ils se retrouvent en master édition, ils sont un peu perdus. Et en fait, c'est un peu une réputation aussi dont souffre l'option, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font des dessins qui en sortent. Du coup, on a l'impression que c'est une formation de dessin. Et quand on arrive, on se rend compte qu'en fait, pas du tout. Et du coup, bah, y en a qui ont changé de cursus entre-temps. Donc, c'est parfois, même une réputation de l'école, elle n'est pas forcément représentative de comment ça se passe dedans. Donc, bah, voilà, nous, on a quand même fait un truc orienté dessin qui sort des Beaux-Arts de Caen. Mais il y a des profs de dessin en option art, mais pas tellement de profil dessin. En ce moment, c'est quand même beaucoup la peinture, majoritairement. Même sans parler de dessin, enfin la bande dessinée aussi, c'est ça aussi qui est pas... C'est pas que c'est pas bien vu, mais c'est quand même spécial. Enfin, on appelle ça quand même un art, enfin, l'art mineur, la bande dessinée de base. Et c'est pour ça que enfin, moi, ça me fait juste repenser au collectif Art Majeur. Du coup, de Paul Descamps, Lucas Boutzbach et Flore Bala, c'est toute cette équipe-là en fait qui ont justement joué de ce mot un peu fort pour créer leur petit collectif qui s'appelle Art Majeur. Et ouais, je pense que ça vient pas de nulle part. Enfin, en mode, je sais pas d'où ça vient, pourquoi ça a été catalogué comme ça à la bande dessinée, mais c'est quand même très généralement considéré comme un art marginal, enfin la bande dessinée. Enfin, je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient. Ce serait marrant de faire recherche là-dessus, mais ouais. Toi, Clémentine, quand tu étais à la Villa Arson, comment tu fragmentais ton temps avec la peinture et le dessin? C'était quand même beaucoup plus peinture, non, ici? Ouais, à l'atelier, mais comme maintenant j'ai mon atelier à la station et quand je suis à l'atelier, je fais de la peinture. Et par contre, la pratique du dessin, elle est chez moi. Elle est beaucoup le soir et aussi c'est une pratique que j'emporte quand je voyage. Donc la pratique du dessin, elle peut vraiment être partout, là où la pratique de la peinture, elle va vraiment être à l'atelier. Mais c'est aussi pour ça que je dessine, je pense, c'est pour pouvoir toujours pratiquer un peu n'importe où avec des médiums simples, genre du papier et des crayons. Voilà.
Et puis c'est aussi une manière d'être dans quelque chose de collectif, non? Ouais, oui, c'est aussi, je trouve que c'est aussi un médium où en fait tu peux dessiner à côté de. Enfin, je dessine beaucoup à côté de personnes, que je peux tenir des conversations, je peux dessiner à côté de personnes qui dessinent mais qui font autre chose aussi. Et ça, je pense que c'est comme ça qu'on a commencé à dessiner et qu'on a commencé à faire le collectif, c'est qu'en fait on dessinait ensemble, on passait ensemble, on discutait beaucoup pendant nos dessins et c'est comme ça que le projet il est né. On continue notre petit tour du rayon BD de la bibliothèque de la Villa Arson. J'ai vu que vous avez mis quelques livres de côté. Brecht Evans, Les Noceurs, Anana, la fameuse revue féministe des années 70, avec entre autres Chantal Montellier qui a eu une expo ici l'année dernière à la Villa Arson. Xavier Bouissou, Tounzi, Salomé Lahoche, très très plébiscité ici à la Villa Arson. Ces livres sortent souvent, très 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 drôles. Voilà, Nino Building Firebugs. Et puis, tiens, commençons par ça. Un catalogue du Centre Pompidou. C'est un catalogue? C'était une expo? Ouais. C'était de l'expo. Après là, c'était principalement parce que du coup, il y a Moebius sur la couverture. Et que moi, en fait, dans cette démarche en fait, d'aller chercher justement des personnes qui ont une singularité graphique dans le dessin, moi j'ai beaucoup regardé pendant un moment Métal Hurlant. Enfin, il y a une petite librairie qui vend des livres d'occasion et du coup j'ai réussi à me procurer pas mal de Métal Hurlant. Mais surtout pour les dessins, enfin tous les autoristes qu'il y a à l'intérieur m'intéressaient quand même beaucoup. Enfin pour l'époque je trouvais ça fou, en fait les couleurs qu'ils arrivaient à rendre et je me posais des questions comment ils arrivent à scanner ou comment ils arrivent à avoir des rendus comme ça à l'époque quand il n'y avait pas forcément d'ordinateur. Et c'est plus pour ça. Parce que c'est quand même Métal Hurlant, une série qui m'a beaucoup inspiré, même si dans les dialogues, je suis pas toujours très. Enfin, c'est un peu violent quand même. C'est pas quelque chose. Ça fait un peu mal. Ça me fait un peu du mal à lire des fois. Mais voilà. C'est juste Moebius, tous les Druyet, Nicole Clavelou. Enfin, il y a quand même énormément de personnes, je trouve, qui ont révolutionné le dessin dans cette revue. Et voilà. Surtout quand j'ai vu. Le personnage, je sais même pas si c'est Arzac. Je suis pas sûr. Mais ouais, c'est des dessins que je trouve juste fous. Attention, trompé de personnalité. Mais non, c'est Jean Jean Giraud, mais bon, après, c'est lui qui a décidé de faire 8 signatures. Ouais, c'est ça. Et vous savez pourquoi il a signé Jean Giraud là? Ça devait être sa période encore Ouais. à Jean Giraud. C'est ça. Tout simplement. Des fois, il signe juste Gir. Des fois, il signe Moebius. Des fois. Il y en avait un autre aussi où il y a des trucs vachement en mode bioméca. Je sais plus comment il s'appelle. Je le retrouverai pas, hein, c'est pas la peine de chercher. Mais... Et c'est marrant parce que ça fait quand même déjà pas mal de temps que ce dessin influence beaucoup de jeunes. Je pense que Léa Bouton, elle a dû être beaucoup influencée par Moebius. Ouais, je pense que ça m'étonnerait pas. Oui, je crois. Même elle a peut-être dû me le dire quand on a discuté. Je pense qu'elle tire beaucoup d'inspiration aussi du manga, sans pouvoir dire exactement lesquels. Mais il y a un peu un truc de l'étrange qui était vachement présent, plus dans le manga, étrange / horreur, plus présent dans le manga que dans la bande dessinée de science-fiction. Enfin, il y avait beaucoup d'étranges, mais plus dans l'ordre du contemplatif à mon avis, et du fantastique que dans l'horreur, je dirais. Moi, ce que je trouvais énorme, en fait, Moebius, il est devant mes yeux depuis tellement de temps, mais en fait, j'ai jamais vraiment consulté. Ça fait pas si longtemps que ça, du coup, que j'ai découvert son travail. Mais en fait, au lycée, mon seul pote que j'avais au lycée, en fait, son surnom, c'était Arzac. Enfin, quand on faisait un peu de graffiti, son surnom, même aujourd'hui, je l'appelle encore Arzac. Et je trouvais ça marrant, en fait, de découvrir beaucoup plus tard le travail de Moebius, alors que, en fait... j'ai appris un peu à faire du graffiti avec un pote où son surnom c'était Arzac, quoi. Après, je pense que t'as pas besoin de t'en vouloir parce que je suis tombé sur des éditions de Moebius à la bibliothèque à Caen et c'est quand même salement moche. Hein. On parle quand même de dessins pixelisés parfois ou des cases de texte rajoutées après. Enfin, franchement, ça donnait vraiment pas envie à lire. Ça rend pas hommage alors que j'ai vu ces originaux à l'expo sur la science-fiction au FIBD de l'an dernier. Enfin, vraiment, ils n'avaient pas les moyens d'éditer ça. Enfin, je pense qu'il n'y avait pas encore de vraie réflexion sur l'édition à l'époque pour vraiment rendre honneur au dessin que c'était, quoi. C'est ça que je trouvais ça ouf dans Métal Hurlant, en fait, c'est que les scans, des fois, ils sont juste monstrueux. Enfin, c'est découpé.
je pense aux ciseaux, les livres, enfin tout est catastrophique et je trouve que c'est un peu ce truc punk aussi que je trouve. Après, Métal Hurlant, c'était mensuel ou hebdomadaire? Je sais même pas, il me semble que c'était mensuel. Ça me paraît un peu vénère hebdomadaire. Non, c'est mensuel. Mensuel. Ouais. Après, C'est déjà pas mal. c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. Et là, ça a été revive il y a quelques... Il y a- 2-3 ans. Il y a 4 ans, ouais, 4 ans. 3-4 ans. Et moi, justement, je trouve qu'il y a plus ce côté un peu punk. Et moi, ça m'intéresse beaucoup moins. Et c'est surtout de la réédition, en fait, Après, des anciennes bandes dessinées. ce que je trouve, c'est que ce genre de BD, à l'époque, c'était quand même adressé à un public adolescent masculin. Je pense qu'aujourd'hui, ils essaient quand même plus de viser d'autres publics, tu vois. Normal, hein. Enfin, Oui, normal, mais- ça va juste c'est juste logique, mais Mais quand avant tu parlais de langage trash et tout, un peu violent, c'est que bah, voilà, c'était quand même le public de la BD de cette époque-là. Et c'est aussi ce qui retenait la BD en arrière. Et je trouve que maintenant, c'est tellement ouvert à d'autres publics que... déjà, c'est ouvert à d'autres publics, mais j'ai l'impression aussi que ça s'adresse surtout aux mêmes personnes qu'à l'ancienne, mais qu'on vieillit. Ah ouais, bon, bah ça, Et, c'est pas ouf. et que ça fait un peu en mode souviens-toi. Tu sais. Ah oui, oui. Et du coup, on arrive au fameux point Godwin qui est Hugo Bienvenu. Je crois qu'il a fait la couve du premier numéro de la réédition. Oui. Et Ouais. Il est pas dans la Qu'est-ce- sélection. Ouais, Hugo Bienvenu, mais c'est un fils d'ambassadeur un peu pédant, du coup j'aime bien son travail. Je trouve ça assez chouette, mais j'ai pas forcément envie de lire ses BD. Ouais, moi j'ai quand même lu ces BD. Enfin, je sais que Préférence Système, j'avais pas mal accroché. Et c'est d'ailleurs ça qui a inspiré son dernier film. Ouais, tu vois vraiment des dessins, enfin, il fait toujours le même robot, Ouais. et il est littéralement dans son film Arco. Enfin, ça soulève quand même des sujets qui sont hyper actuels. Enfin, il y a une narration qui est intéressante. Après, bon, le personnage, je le connais pas plus que ça. Ouais, bah moi j'ai vu Arco et je vais pas faire une critique complète, mais je trouve qu'il y a vraiment C'était le débat la dernière Ouais. fois. il y a vraiment un rich gaze de la façon d'envisager l'environnement et la technologie, du coup que... Enfin, ça a été un peu classé comme le Ghibli français, mais en termes d'intention et de comment est-ce qu'ils ont réussi à les retranscrire, c'est un peu l'opposé politique, je trouve, de Miyazaki. Donc c'était très beau visuellement, mais voilà, en termes d'intention, je trouve que enfin, je vais pas dire capitaliste non plus, mais c'était un peu en mode, bah ouais, on nique la nature, bah tant pis, on va vivre sur les nuages, on va essayer de réfléchir à comment on l'a sauver. Du coup, enfin voilà. Et aussi mettre un personnage masculin en avant, alors que les Ghibli, c'est que des femmes à chaque fois. Donc voilà, je trouve que la comparaison était un peu maladroite. alors allons à l'exact opposé de Hugo, enfin de ce qu'inspire Hugo Bienvenu à DDD. Et ça pourrait être qui? Ça pourrait être Salomé Laoche. Clémentine. J'en ai lu qu'un de Salomé Laoche, et c'est pas lui. C'est Ernestine. non, j'ai La lu sorcière. Ernestine et la sorcière, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, je l'ai pas lu. Ah, j'aime bien Salomé Laoche, j'ai offert Ernestine à ma sœur à Noël. Ouais, c'est cool, d'habitude je lis pas trop de BD avec beaucoup de textes et je pense que c'est la seule que je lis avec autant de textes, mais c'est vraiment hyper drôle. Je sais pas ce que je peux en dire. Son dessin. Elle est beaucoup critiquée quand même pour son dessin. Enfin, je sais que enfin, moi je la suis sur les réseaux et elle met en avant des commentaires. Elle met en avant des commentaires de personnes qui disent que bah, son dessin c'est pas vraiment du grand dessin. Après, je pense que elle c'est pas non plus ce qu'elle cherche à faire. C'est pas le but. Le but c'est ce qu'elle dit en fait. Vraiment. Et en vrai les dessins ils sont trop mignons je trouve. J'aime C'est bien. marrant parce qu'elle en fait des blagues elle-même. Elle avait eu un petit bout de mur d'exposition au FIBD l'an dernier. Elle avait fait un genre de... Enfin, c'était un extrait d'une de ses BD où il y avait une case qui disait genre ouais, 5 ans d'études pour dessiner comme ça. Ouais. C'est un peu le débat. Et pourtant j'ai l'impression qu'elle a quand même vachement libéré des complexes de gens, bah, surtout à la je pense, qu'elle vient de là-bas. Donc ça a quand même libéré des choses en termes de dessin. Mais il y a aussi Liv Strömquist en vrai, en autrice suédoise je crois ou norvégienne, qui fait un peu le même genre de BD très référencé, beaucoup de textes, dessins hyper simples. Donc c'est un peu son alter ego, je pense à l'international, mais je trouve ça trop chouette que ça existe ce genre de pratique parce que ça laisse aussi la place à autre chose dans la BD que juste le dessin. Et du coup bah c'est cool.
Voilà, on arrive à la fin. Merci beaucoup l'équipe DDD et bon vernissage samedi soir à la station. Radio Arson. Petit big up au Pass Culture parce que si je fais de l'édition, c'est grâce à ça aujourd'hui. Bon, du coup, moi j'étais la première année en 2018 à bénéficier du Pass Culture. On avait eu 500 € et je me souviens que je me suis pris presque l'intégralité du catalogue de 2024, maintenant 2042. Je pense à des auteurs comme Tom Gold ou Jérémy Perraudot et c'est vraiment ça qui m'a fait découvrir la micro-édition, l'édition indépendante. Maintenez le Pass Culture par pitié.